Kent! You're dead. You crazy son of a bitch, you're dead. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. C'est fait! Le Canadien de Montréal s'est entendu avec Lane Hutson sur une prolongation de contrat. 8 ans, soit la durée maximale permise par la convention collective. 70,8 millions, soit 8,85 millions par saison. Pardon! J'étais déjà convaincu que ça allait être entre 9 et 10, et ça, c'était avant les prolongations de contrat de Luke Hughes et de Jackson Lacombe. Je l'avais expliqué dans une vidéo précédente où je ne pensais pas que ces contrats-là allaient faire exploser la valeur de Lane Hutson, mais je pensais quand même que 9 millions, ça allait être la base pour Lane Hutson. Et non! Bon, sur un contrat de 8,85 par année, 150 000, c'est des peanuts, mais ce sont des peanuts qui vont peut-être permettre à Kent Hughes et aux Canadiens éventuellement de se remplir les joues, mais ça, ce sera pour un peu plus tard. Réaction, analyse à chaud du contrat qui devient instantanément une aubaine à travers la LNH. C'est même pas moi qui le dis, ce sont des gars de médias anglo. T'as Jay Fresh, entre autres, sur X, qui estime qu'avec une progression normale du plafond salarial, le contrat de Hutson pourrait être l'équivalent en dollars d'aujourd'hui, en dollars LNH d'aujourd'hui, à 5,9 millions de dollars en 2032. Imaginez, Lane Hutson, 28 ans en 2032, probablement dans son apogée, avec un contrat qui équivaut à 5,9 millions aujourd'hui. Permettez-moi un doux Jésus! J'ai vu Dom de The Athletic dire que c'est instantanément un des meilleurs contrats de la Ligue. Dom qui est souvent reconnu à Montréal pour être un anti-Habs. Donc, vous comprenez. Pourquoi on dit ça, donc? C'est ça la grande question. Pourquoi les analystes, pourquoi la planète hockey réagit présentement au contrat de Lane Hutson en disant que c'est un des meilleurs contrats instantanément de la Ligue nationale de hockey? Parce que ça aussi, le instantanément, c'est important. Tu sais, dans les dernières années, on a beaucoup parlé du contrat pas lui qui est actuel, l'autre d'avant, de Nathan MacKinnon comme un des meilleurs contrats de la Ligue nationale de hockey, comme peut-être le meilleur contrat de la Ligue nationale de hockey, avec raison. Mais au moment où Nathan MacKinnon avait signé ce contrat-là, il avait pas encore atteint son plein potentiel. Ses premières saisons, souvenez-vous, il n'était pas un des meilleurs joueurs de la Ligue. Il avait stagné un peu à une cinquantaine, soixantaine de points, signe ce contrat-là et boum! Devient un candidat au Hart saison après saison. Leon Draisaitl, lui aussi, le contrat qui vient de se terminer, pas le nouveau de 14 millions, celui à 8,5 millions par saison, c'est finalement devenu un des meilleurs contrats, peut-être le meilleur contrat de la Ligue nationale de hockey, lui aussi. Mais, même chose, quand il avait signé son contrat, il y avait plusieurs personnes qui disaient « Est-ce que vraiment il va être aussi bon pour remplir ça? » Puis finalement, un peu à l'image de Nathan MacKinnon, il est devenu un candidat au Trophée Hart, un gagnant de Maurice Richard, tout ce que vous voulez. Vraiment, le deuxième joueur le plus important à Edmonton, derrière Connor McDavid. Donc, bref, c'est pourquoi je dis que le contrat de Hutson est instantanément une aubaine. C'est qu'au moment de la signature, tu regardes ça et tu te dis « Oh, wow! Juste ça! » Donc, pourquoi on se dit ça? On regarde ça. Tout juste avant, cette prolongation de contrat de Lane Hutson t'a amené à chercher du contenu en français sur les GAFA à ce sujet. T'es à la bonne place. Abonne-toi! Ça prend 0,5 secondes, c'est gratuit et surtout, ça contribue grandement à la croissance de la chaîne. Peut-on atteindre les 25 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2025? C'est l'objectif. Alors s'il te plaît, aide ton boy. Come on, je sais que t'as envie de le faire. Puis si tu le fais pas, c'est correct. Mais t'as fait de la peine à Pikachu. Puis ça, on veut pas ça. On veut pas ça. C'est comme un petit Lane Hutson, Pikachu. On veut pas ça. Donc, juste vous avertir tout de suite, ça va peut-être être un petit peu moins structuré qu'à l'habitude parce que le contrat a été signé. On ouvre la caméra, on y va, on analyse ça à chaud. Les deux premières choses à regarder. La durée du contrat, le pourcentage occupé sous le plafond. La durée, on ne va pas en parler trop longtemps. 8 ans, le plus long contrat permis dans la convention collective actuelle. C'est quand même important de le mentionner parce que deux raisons. Si on ne s'était pas entendu avec Hutson le 1er juillet, ça aurait été 7 la durée maximale permise. Ça va changer dans la prochaine convention collective. Donc, en s'entendant tout de suite avec Lane Hutson, on s'assure de pouvoir le signer pour 8 ans. Et avec ça, ben, ton noyau, là, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Dobson, même Caden Goulet et maintenant Lane Hutson sont tous sous contrat au moins
jusqu'en 2030. Regardez ça ici. Là, 2030, c'est Suzuki. C'est le premier dont le contrat va arriver à échéance. Cole Caulfield, 2031. Juraj Slafkovský, 2033. Kaiden Guhle, lui aussi, 2031. Il est le seul qui avait pris un contrat d'une plus courte durée. Il faut dire aussi que, vous le savez si vous écoutez souvent la chaîne, là, je suis un gros fan de Kaiden Guhle. Je pense que son importance, des fois, est sous-estimée auprès de cette équipe-là. Mais ça reste quand même que où il en était à ce moment-là dans sa carrière quand il a signé, c'était pas, il ne peut pas se permettre un contrat d'une aussi grosse valeur que tous les autres. Il y en a qui diront que Slav, ça aurait dû être la même chose. Ça serait pour une autre discussion. Noah Dobson, 2033. Et maintenant, Lane Hutson, 2034. Donc, pensez-y. Puis d'ailleurs, t'as Demidov qui devrait en théorie s'ajouter à ça l'an prochain. On y reviendra en temps et lieu. On traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. 3 défenseurs, 3 attaquants, peut-être bientôt 4. 3 défenseurs complémentaires. Lane Hutson, le petit dynamo offensif. Kaiden Guhle, un excellent défenseur de première paire ou disons troisième défenseur. Physique, excellent défensivement, sans être un défenseur offensif, bonne relance, capable de contribuer également. Un beau défenseur complet. Et Noah Dobson. Là, il y en a des mauvaises langues qui diront qu'avec le début de saison, qui vaut pas 9,5 millions, un vrai défenseur numéro 1 de la Ligue nationale de hockey. Là-dedans, tu as 3 gros bonhommes, Guhle, Dobson, Juraj Slafkovský. Je dirais que ce sont tous des joueurs de talent, même Kaiden Guhle. Ce sont des joueurs que tu regardes et tu te dis, comme disait mon ami Robert Laflamme, ancien journaliste, c'est des joueurs de hockey. Tu as 2 potentiels élites de la Ligue nationale de hockey. Des vrais potentiels élites en Lane Hutson. Kaiden Guhle, tu as un vrai... pas Kaiden Guhle, excusez. Ivan Demidov. Tu as un vrai centre numéro 1 de la Ligue nationale de hockey et un des bons capitaines, on s'en rend compte, en Nick Suzuki. Vous comprenez le principe. Tu as réussi à mettre tes gars les plus importants sous contrat à long terme, des contrats avantageux. Ce qui est un petit peu un des problèmes de l'ère Marc Bergevin. Des fois, on donnait des contrats à des joueurs que c'est des contrats de long terme, que c'est peut-être pas eux qui auraient dû faire partie du noyau. Je pense entre autres à Brendan Gallagher, mais après ça, tu t'es aussi embourbé dans des contrats pour des joueurs de bottom six comme Paul Byron puis Yoel Armia. Bon, là, on se concentre sur les vrais joueurs du noyau. Et justement, le CH est en train de se bâtir un noyau avec ce contrat-là de 8 ans, non seulement digne d'une équipe qui risque d'avoir une réelle fenêtre, on se bâtit une équipe qui risque d'avoir une réelle fenêtre et qui va avoir de l'argent avec une augmentation normale du plafond. Jay Fresh sur X, regardez bien ça, tout le crédit à Jay Fresh pour ce graphique. Allez le suivre là, sur X, c'est un gars là, qui fait vraiment des très beaux graphiques, souvent des statistiques avancées, ou quand il est question de contrat là, comme ça, il arrive avec des graphiques très, très intéressants pour visualiser les choses. Donc, avec une augmentation normale qu'on estime du plafond salarial, ces 6 joueurs-là pourraient occuper seulement 38% de la masse dans quelques années. La moitié de ton top 6 en attaque, tes 3 premiers défenseurs pour 38% de la masse, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Souvenez-vous de l'époque où le Big Four à Toronto, à lui seul, occupait 40% de la masse. Là, vous allez me dire, ben, c'est juste 2 joueurs de plus. Ben, c'est 2 joueurs de plus pour 2% de moins. Potentiellement 2% de moins. Et surtout, au risque de me répéter, c'est pas réparti sur ton top 4 en attaque. C'est réparti sur ta première moitié de défense et la moitié de ton top 6. En ce moment, je dis pas le premier trio parce qu'en ce moment, c'est le premier trio. Je pense honnêtement pas que ça va être le premier trio dans 4 ans. Là. Je veux dire, je serais bien surpris qu'Ivan Demidov ne soit pas sur le premier trio dans 4 ans. Mais encore une fois, on traversera le pont lorsqu'on sera rendu à la rivière dans ce dossier-là. Donc, ce que vient de faire Lane Hutson, lui, de son côté, en acceptant ce montant-là, parce que là, maintenant, parlons du montant en tant que tel, c'est de confirmer que le Canadien aura son noyau solide au sommet de son art et financièrement raisonnablement pour longtemps. Financièrement raisonnable, pour longtemps. Je ne peux pas m'empêcher, donc, de me dire qu'avec ce montant-là, le Canadien va peut-être commencer à ressembler à l'Avalanche d'il y a quelques années, qui avait tous ses joueurs sur des contrats avantageux lorsqu'il a gagné la Coupe Stanley. Oui, Cale Makar venait d'entrer sur son contrat de 9 millions de dollars, si je me souviens bien. Il n'était plus sur son contrat de recrue. Il venait de terminer son contrat de recrue. Je pense que c'était la première année de son contrat à 9 millions. Mais un peu comme Hutson, Cale Makar, on avait immédiatement regardé son contrat et on s'était dit, quel contrat avantageux. Parce que souvenez-vous, c'est comme l'été où lui a signé pour un 9 millions.
Puis là, on était suivi plein d'autres défenseurs qui signent pour 9, puis tout le monde était comme, attendez un peu, McCarr vient de signer pour 9, puis ces gars-là signent pour 9. McCarr, quel contrat? Situation un peu semblable. McKinnon est encore sur son contrat avantageux, Rantanen, tout ça. Donc, la première chose, c'est la consolidation d'un noyau fort, ensemble pour longtemps et avantageux. C'est ce que vient de faire Lane Hutson, c'est ce que vient de permettre Lane Hutson potentiellement en acceptant 8,85 millions. La plus grosse victoire de Kent Hughes dans ce dossier-là, je vous parlais du pourcentage de plafond salarial. C'est justement le 8,5% que va occuper Lane Hutson lors de la première année du contrat. Vous le voyez juste ici, 8,51%. Je comprends pas ce tour de magie de Kent Hughes. 8,5%, c'est moins que Suzuki, qui était à 9,55% lorsqu'il a signé. C'est donc dire qu'en dollars absolu, le contrat de Lane Hutson est moins cher que celui de Nick Suzuki. Parce que dans la Ligue nationale de hockey, c'est tout le temps important à prendre en considération. Le moment où tu as signé le dit contrat. Le 8,5 d'aujourd'hui n'est pas le 8,5 de demain, etc. Nick Suzuki, en 2030, probablement en 2029, là, si tout va bien, quand il va être éligible à une prolongation de contrat, risque de faire sauter ça, bien sûr. Lui, ça va être rendu son contrat d'apogée et tout ça. On verra bien rendu là. Mais présentement, puisqu'ils sont tous les deux sur le deuxième contrat, on peut comparer les deuxièmes contrats et c'est un contrat plus avantageux que vient d'accepter Lane Hutson par rapport à Nick Suzuki. Je le disais, je ne comprends pas le tour de magie de Kent Hughes. C'est aussi légèrement moins que Brock Faber. Moi, j'étais convaincu que pour Lane Hutson, tu prenais le contrat de Brock Faber, qui est 8,91, je pense, 8,9% du plafond, copié-collé. Brock Faber, l'année d'avant Lane Hutson, il a été candidat au trophée Calder. Il l'a perdu face à Connor Bedard. C'était peut-être moins spectaculaire que Lane Hutson, ce qu'a fait Brock Faber, mais lui aussi, c'est un défenseur d'élite en devenir dans la Ligue nationale de hockey de façon complètement différente. Un défenseur plus complet, plus défensif, plus gros également. Mais je pensais que ça allait être exactement la même chose. Finalement, même par rapport à Brock Faber, c'est légèrement plus avantageux. Comment donc? Comment on a réussi ça du côté du Canadien de Montréal? Essayons quand même de l'expliquer du mieux qu'on le peut. Comment Kent Hughes a réussi ce tour de magie? Il faut dire que Lane Hutson, malheureusement, je sais que c'est peut-être dur à concevoir, là, mais d'un point de vue strictement de négociation salariale, il n'y avait pas le gros bout du bâton, et je m'explique. L'été prochain, il était non seulement pas éligible à l'arbitrage salarial, il n'était pas non plus éligible à une offre hostile. Je sais que plusieurs partisans du Canadien, leur grande crainte, c'est « Hey, il faut signer Hutson, il faut signer Demidov, des offres hostiles, il ne faut pas qu'ils reçoivent d'offres hostiles. » Les deux ne seront pas éligibles à des offres hostiles. Pour être éligible à l'offre hostile, il faut que tu aies joué 3 pleines saisons minimum dans la Ligue nationale de hockey. Il me semble qu'il y a une deuxième condition, mais là, je ne l'ai pas vite comme ça, mais dans les deux cas qui nous intéressent, Demidov et Hutson, ils n'auront pas 3 pleines saisons parce qu'ils ont brûlé une année en arrivant en fin de saison. L'année d'avant pour Hutson, l'autre pour Demidov. Donc, ils vont être agents libres avec restriction parce qu'ils ont brûlé la première année du contrat, mais ils ne sont même pas éligibles à l'offre hostile. Si on ne s'était pas entendu avec Lane Hutson, aucune autre équipe aurait pu arriver et faire pouf! 12,5 millions par année pour 7 ans. Viens-t'en, mon petit Lane. Puis il aurait accepté, puis le Canadien aurait égalé, puis peu importe. Donc, il n'y avait même pas ça. Ça, pour un joueur, c'est un argument. C'est un pouvoir de négociation. Si Lane Hutson avait eu droit à l'offre hostile, il signe pas. Il attend peut-être qu'une autre équipe lui fasse une grosse offre. Boum, le Canadien égale. Il reste à Montréal. Peut-être que c'est ce qu'il voulait, mais il a le montant qu'il veut. Il n'y a pas ça. Donc, pas d'arbitrage, pas d'offre hostile. Son pouvoir de négociation s'en tenait exclusivement à son jeu sur la glace. Ce qui est quand même, au final, tout ce que tu as, c'est pas une mauvaise chose du tout. Mais ça l'aide pas, un joueur dans cette situation-là, à pouvoir vraiment aller maximiser son montant. Il aurait pu le faire, ceci dit. Il aurait amplement été dans son droit, en tant que joueur, de dire « OK, vous c'est ça que vous m'offrez. Moi, je pense que je vaux 2, 3, 4 millions de plus, peu importe, par saison. Je vous en contrat la saison. Je vous confirme que ce que j'ai fait comme recrue, c'était pas un flouk. Il met entre 70 et 80 points sur le tableau, disons, de façon hypothétique. Fait que là, tu as quand même un peu plus d'arguments pour dire comme non, regardez, je vaux tant. Ça reste que le Canadien aurait pu conserver la ligne dure
avec lui dans cette situation-là parce qu'il n'aurait pas pu le perdre. Donc, le pire scénario, je pense, dans cette optique-là, là, pour lui, ça aurait été, disons qu'on ne s'entendait quand même pas. Contrat à court terme, pas tant, mais probablement légèrement moins avantageux pour lui que celui-là. Je sais pas, moi, disons un 4 ans, 7 millions par année, là, quelque chose comme. Et il aurait fait sauter la banque plus tard, quand il aurait soit eu droit à l'arbitrage salarial, à une offre hostile, ou carrément se rendre à sa première année d'éligibilité d'agent libre sans restriction. Et plutôt que faire ça, il a décidé immédiatement d'accepter ce contrat-là. Il faut rappeler que c'était vraiment le clan Lane Hutson qui poussait, selon plusieurs informateurs, pour signer tout de suite. Réglons ça, réglons le dossier, soyons ici pour longtemps. Ça confirme, ça en dit beaucoup, je trouve, sur lui. Depuis le début de l'été, plusieurs personnes disent « C'est un bon kid, il n'a pas l'air du gars qui veut... absolument l'argent coûte que coûte, il veut gagner, blablabla. Ce à quoi je disais, c'est possible, mais ça reste que vous et moi, on ne le connaît pas personnellement, on assume ça de lui. Donc moi, je ne peux pas vraiment utiliser cet argument-là dans le contenu que je fais parce que c'est basé sur rien, du vent. Ben, il vient un peu de le confirmer, je pense. Je pense qu'il vient un peu de confirmer que c'est effectivement sa philosophie. Ça en dit beaucoup donc sur lui. Ça en dit aussi sur la formation, par contre. Ça part de Kent Hughes. Ça passe par Nick Suzuki. Et c'est en train de s'étendre aux autres. Quand je dis que ça passe par Nick Suzuki, non seulement le contrat qu'il a est avantageux, mais Nick Suzuki qui passe ses étés ici. Nick Suzuki qui, clairement, est un capitaine exemplaire de la Ligue nationale de hockey, un vrai leader pour les bonnes raisons, un gars qui mène par l'exemple, un gars pour qui c'est important au sein de l'équipe dont il est le meneur qu'il y ait quelque chose d'un peu plus grand que la simple collectivité de joueurs de hockey. Il a l'air vraiment de se bâtir quelque chose de spécial au sein de cette équipe-là. Regardez la réaction. Là, je ne l'ai pas avec moi, là, malheureusement, mais tout juste avant que je commence à enregistrer, j'ai vu le Canadien publier une vidéo des joueurs sur la glace quand on leur a appris que Hudson est signé. Ils sont tous sautés sur lui dans un tapon dans un coin pour le féliciter. C'est beau à voir, tout ça. C'est beau à voir. En signant à 8,85 millions, Hudson vient de signer, je pense, un des... Du moins, chez le Canadien, le contrat le plus avantageux. En ce moment, ça, il n'y a aucun doute. Est-ce que ça va mettre la table pour Ivan Demidov l'an prochain? On a beaucoup parlé de Nick Suzuki, de la structure du contrat, ne pas le dépasser, blablabla. S'il y avait un joueur qui avait le droit, entre guillemets, de dépasser ça, c'était Lane Hutson. Parce que ce qu'il a fait sur son contrat d'entrée met dans sa poche d'en arrière ce que tous les autres avant lui au sein de ce jeune noyau-là ont fait sur leur contrat d'entrée. Le contrat d'Hudson va peut-être être la base pour Demidov. Je mets peut-être parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a 3 matchs de jouer en 25-26. On ne sait pas encore ce que Demidov va faire, mais admettons qu'il fait un équivalent attaquant de ce que Suzuki a fait, pas Suzuki, excusez, Lane Hutson a fait l'an dernier. Ben, lui aussi, il pourrait avoir le droit de vouloir un gros contrat. Il va y avoir un autre gros bon en 27-28. Donc, ce qui serait la première année du deuxième contrat de Demidov. 27-28. 104 millions l'an prochain. C'est 95 en ce moment, 94 quelque chose. 104 millions l'an prochain. 113,5 l'autre saison suivante, ce qui sera la première année du deuxième contrat de Demidov. Donc, si Demidov fait quelque chose de semblable à Hudson cette saison, son équivalent serait 9,6 millions. Exactement le même contrat, 8,5% de la masse. La première année du contrat de Demidov, ce serait 9,6 millions. Et si on signe un contrat dans ces eaux-là pour Ivan Demidov, anyway, sous les 10 millions, parce que personnellement, je le disais, n'importe quoi, 10 millions inclus sous 10 millions, c'était une aubaine pour le Canadien. Sous 9 millions, c'est une énorme aubaine. Je parle de Hudson, excusez, je parle du coq à l'âne quand je disais que ça allait peut-être être un peu moins structuré aujourd'hui. Entre 10 et 11, j'allais pas avoir de problème avec ça. Puis, tu sais, finalement, c'est 8,85. Demidov, s'il signe n'importe quoi sous 10 millions, après, on l'espère, une belle saison recrue, ça deviendrait la cerise sur le Sunday d'une reconstruction réussie et ce qui pourrait devenir pour la première fois en près de 40 ans à Montréal, une équipe qui fera partie des formations qui peuvent réellement aspirer à la Coupe année après année. Fini, là, on veut faire les séries, puis rendu là avec Carey, tout peut arriver. Allô, Marc Bergevin. Pas de finale de l'Est surprise. Non, une formation qui a des ambitions réelles et réalistes. Attention quand même, c'est important de le mentionner. Là, je porte un chandail rose, c'est dadon. Pas de lunettes roses ici, ça garantit rien. Ça garantit même pas que tu vas y arriver à ce dont je parle d'une équipe qui a une fenêtre année après année. Au risque de me répéter, pour ceux qui écoutent régulièrement la chaîne, si vous m'aviez dit il y a 3 ans que les Devils étaient arrivés, j'aurais dit oui, les Devils sont arrivés.
Puis finalement, pas encore, pas réellement. Je pense pas qu'on peut dire en date d'aujourd'hui que les Devils sont arrivés. Donc, tu sais pas ce qui peut se passer. Ça peut être des blessures, ça peut être finalement des contrats qui vieillissent pas bien. Je pense dans le cas des Devils, celui de Timo Meier. On est un peu pris en ce moment avec lui de Dougie Hamilton, etc. Le Canadien n'a pas accéléré la reconstruction de la même façon. Là. Quoique, peut-être, je pense à ça là, peut-être que le contrat de Dobson deviendra le Meier des Devils, mais regarde, on verra rendu là. Bref, tu as d'autres formations aussi. Là. Je parlais des Devils, mais tu as des formations en ce moment qui sont dans leur prime, qui sont dans leur prime depuis plusieurs années, puis qui sont toujours pas gagnants de la Coupe Stanley. Même pas besoin de retourner aux Sharks de Jumbo, là, qui l'ont jamais gagné, la Coupe. Les Stars, en ce moment, c'est une équipe que depuis longtemps, on se dit ouais, c'est une équipe qui doit gagner une Coupe. Ils l'ont pas faite. Les Leafs, les Hurricanes, même les Oilers. Oui, les Oilers ont 2 finales, mais pas de gros trophées. Pas de gros trophées. Et honnêtement, j'essaye de réfléchir, de penser, de trouver quoi que ce soit de moindrement, pas négatif, là, mais tu sais, faire preuve d'esprit critique, puis de trouver au moins un contre-argument à dire qui pourrait faire en sorte que le contrat de Lane Hutson n'est pas tout rose. Mais honnêtement, c'est difficile. Le seul aspect peut-être que je pourrais mentionner, là, ce serait que certains vont dire que les joueurs vont peut-être devenir aigris à force d'accepter des contrats moins lucratifs puis signer en dessous de leur valeur. C'est à quoi je dirais, OK, peut-être, mais ça, de un, c'est hypothétique. De deux, c'est à eux de ne pas prendre moins d'argent. Je veux dire, il n'y a personne qui te force à signer. Là. Personne qui te force. Et de trois, au sein d'une équipe qui gagne, ça n'arrive pas des choses comme ça. La victoire fait foi de tout. Quand tu gagnes, il n'y a pas personne qui va devenir aigri. Au pire, ils gagneront le petit Coupe Stanley, puis ils signeront pour plus cher ailleurs. Ils profiteront de ça. Ce qui arrive très souvent depuis l'ère du plafond salarial, des équipes qui sont gagnantes sur quelques saisons. On n'a qu'à penser aux Blackhawks, Lightning, peu importe. Puis finalement, certains des joueurs plus de soutien, ou du moins qui ne sont pas le noyau dur, on n'est pas capable de les garder, puis boum, ils vont faire exploser la banque ailleurs. Good, c'est la rançon de la gloire. Que voulez-vous? Donc, à eux de gagner et de continuer à prouver que le pouvoir de l'amitié, ben, c'est plus beau que l'argent. Voilà donc, grosso modo, analyse à chaud du contrat de Lane Hutson. Je pense que c'est l'ultime coup de magie, tour de magie de Kent Hughes. Bravo. Bravo aussi à Lane Hutson d'avoir accepté ce contrat-là qui donne réellement une opportunité à son équipe d'être une équipe qui va avoir des aspirations très sérieuse pour les prochaines saisons. Qu'est-ce que tu en penses? Laisse-moi savoir en commentaire ta réaction au contrat de Lane Hutson. Est-ce que toi, tu es capable de trouver quoi que ce soit qui te fait dire un instant, oui mais non? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu as apprécié cette vidéo et t'en veux un peu plus? Écoute le prochain épisode juste ici et on se reparle. Ciao!